Daniel se présente Paris, notre président, notre cher Enchanté. président. Enchanté, Daniel, et ravi d'être parmi vous et d'être également présent dans cette conférence qui intéresse beaucoup de Ouais, personnes ouais. et dont moi, en premier, si je peux, parce que c'est toujours bien d'avoir un expert, surtout des gens qui écrivent, ça veut dire qu'ils ont peaufiné, détaillé le sujet, et donc c'est toujours une source d'inspiration, une source de connaissance. Merci à vous de m'avoir invité, c'est très sympathique. Et j'espère que ça sera sympa, qu'on pourra partager un maximum et que du coup, on pourra répondre à toutes les questions que les gens se posent ici. Ah ben, super. Super. Arila, je te propose, compte tenu de l'heure, je te propose qu'on commence. Très bien. Écoute, on y va. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Harry Lasmadi ou Agui Lasmadi en fonction d'où vous me connaissez. Euh, je- euh, on se retrouve ce soir pour une nouvelle édition des conférences thématiques autour d'un expert. Je suis très ravi de cette conférence ce soir, d'une part parce que l'immobilier, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et pas que des professionnels d'ailleurs. Et d'autre part, je suis ravi qu'on ait aujourd'hui l'intervenant qui est Daniel Vu. Daniel qui est ici ce soir, que vous voyez, Daniel est un petit génie. Voilà, fais coucou Daniel. Daniel, si je peux te présenter, Daniel, n'hésite pas à m'arrêter si je raconte des bêtises. Mais Daniel a eu son bac très jeune. Je ne vais pas vous dire à quel âge il a eu son bac. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est il a fait des études en chirurgie dentaire à l'université Paris-Descartes et il a été diplômé à l'âge de 21 ans. C'est bien ça, Daniel? Ouais, c'est ça, ouais. Et, très bien. Et depuis ses 21 ans, en parallèle de son activité de chirurgien dentiste, euh, il, euh, il fait plusieurs activités, dont l'immobilier, où il bénéficie de plusieurs années d'expérience. Et comme Daniel ne fait pas les choses à moitié, il a décidé d'écrire un livre qui s'intitule Comment investir en immobilier locatif. Et ce livre-là est numéro un sur Amazon. C'est un best-seller Amazon. Donc vraiment, bravo Daniel. Surtout quand on sait Merci. la quantité de livres sur le sujet qu'il y a partout. Donc c'est la preuve de la qualité du contenu du livre. Ce que je vais, avant de vous décrire le déroulé de la conférence, je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés. Vous pourrez ouvrir vos micros quand on vous donnera la parole pour poser vos questions dans la seconde partie. Et justement, le déroulé de la conférence, comment ça va se passer? Donc, on aura deux parties. La première partie, ça sera une introduction, donc un échange entre Daniel et moi de 15 à 20 minutes pour introduire le sujet, planter le décor. Et ensuite, la deuxième partie, ça sera le Q&A, les questions-réponses. Et là, ça sera à votre tour de jouer. Vous pourrez poser toutes vos questions à Daniel. Et j'espère que vous avez beaucoup de questions parce que Daniel est très enthousiaste à l'idée de répondre à toutes vos questions. Daniel, si tu n'as rien à rajouter, je ne sais pas, peut-être… Non, pas particulièrement, oui. Très bien. Si vous Écoute, avez des questions, notez-les et puis après, ça sera avec grand plaisir. génial. Je te propose de passer à l'introduction, la première partie. Super. Celle-ci. Alors, Daniel, moi, tu sais, on m'a toujours appris, on m'a dit start with why. Donc, je vais commencer par pourquoi. Pourquoi investir, Daniel, en immobilier locatif? Alors, tout d'abord, en immobilier, effectivement, on a plusieurs stratégies en fait en immobilier pour investir. On a globalement deux grandes stratégies. La première, c'est l'immobilier locatif, l'investissement immobilier locatif, et la deuxième, c'est l'achat-revente. Moi, je suis plus parti sur l'immobilier locatif, mais effectivement, les deux stratégies sont en place avec des objectifs totalement différents.
autant l'achat-revente, ça va être des coûts. En fait, on va acheter ou revendre un bien, on va faire ça une fois, on va empocher une certaine somme. Et après, si on veut refaire, il faut remettre en place toute une procédure. Autant l'immobilier locatif, ce que j'aime bien, c'est qu'on va mettre en place en fait tout un bien, en fait, on va mettre en place quelque chose et après, ça va créer des revenus qui sont plutôt passifs. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va discuter plus d'immobilier locatif plutôt que d'achat-revente ou d'autres styles d'investissement en immobilier. Par rapport à pourquoi investir en immobilier locatif, pour moi, la première chose, c'est d'abord parce qu'on a un intérêt pour l'immobilier locatif. D'ailleurs, c'est la raison de ma présence ici. Mon but aujourd'hui, ça va être de donner au maximum envie aux gens d'investir. Et pour moi, si après cette conférence, vous avez envie de plus vous informer dans l'immobilier, si vous avez envie d'investir, je pense qu'on aura gagné notre pari pour cette conférence. Mon but, c'est pas que vous maîtrisiez tout en sortant de ces conférences, mais qu'on ait pu éveiller un petit intérêt dans votre cœur, peut-être un début de passion. Et si on réussit à faire ça, franchement, ce serait cool. Donc, il faut déjà un intérêt pour ça. C'est-à-dire que si vous investissez dans l'immobilier locatif juste pour l'argent, mais que ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, que vous ne voulez pas être dans les relations humaines avec vos locataires, que vous ne voulez pas gérer un bien, faire des choses comme ça, vous risquez vite de vous lasser et ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, la première chose, c'est forcément l'intérêt pour ce domaine. La deuxième chose, c'est pourquoi investir en immobilier locatif. Je verrais ça comme une façon de mieux gérer ses finances personnelles. Parce que dans les finances personnelles, je vois deux choses. Je vois un stock et un flux. Le stock, c'est ce que vous avez dans votre compte bancaire. Et le flux, c'est ce qui rentre ou ce qui sort du compte bancaire. Le flux, c'est créé par le salaire, parce que vous dépensez, etc. Et le stock, c'est simplement le montant qui est à l'intérieur. Et généralement, ce que les personnes ordinaires font, c'est qu'elles génèrent en fait simplement un salaire avec leur travail. Ce salaire en fait génère un flux et le flux vient approvisionner le stock, mais il n'y a pas de boucle en fait. Et le but d'un investisseur, c'est de faire en sorte non seulement que le flux génère un stock, mais également que le stock puisse générer un flux, puisqu'on va investir notre stock, et c'est grâce à ce stock qu'on va se générer éventuellement un flux plus important de revenus. Donc c'est un cercle vertueux en fait. La troisième chose que je vois dans pourquoi investir en immobilier locatif, c'est que l'investissement immobilier, contrairement à d'autres types d'investissement, est un investissement qui est plutôt safe. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt passif, plutôt planifiable et plutôt prévisible. Si on compare par exemple à la bourse, où vous avez, on nous dit, des très bons investisseurs en bourse, ils ont en fait, donc ils gagnent dans 60% des cas, et puis avec la loi des grands nombres, ils finissent par être plutôt en positif. L'immobilier, au contraire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planifier dès le début. C'est-à-dire que quand vous mettez en place le business plan d'un achat immobilier, vous allez dès le début connaître la rentabilité future de votre bien et vous aurez en général, si vous avez bien fait vos calculs, raison dans 90-95% des cas. Donc, il y a beaucoup moins de stress lié au hasard par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus ou moins joueuses. Moi, je suis un peu plus frileux et du coup, j'aime quelque chose qui puisse être planifié dès le début. Donc ça, c'est le troisième point. C'est quelque chose aussi sur lequel on a un pouvoir de décision. C'est-à-dire que d'autres investissements nécessitent de faire confiance en fait à des tiers. On investit je sais pas, dans des fonds, dans des actions. C'est pas forcément nous qui sommes aux commandes par rapport à l'évolution en fait de la valeur de notre actif. Alors qu'en immobilier, à part si vous investissez dans des SCPI ou des choses comme ça, c'est vous qui allez réellement être aux commandes. C'est-à-dire que déjà, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même si jamais ça ne marche pas. Et ensuite, vous avez plus de contrôle sur ce qui se passe et ça, c'est aussi quelque chose de rassurant. Ça fait plus de travail, peut-être plus de soucis, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de plus rassurant. Le quatrième point sur pourquoi investir en immobilier locatif, c'est que c'est un actif qui est tangible, qui est palpable. Contrairement à d'autres actifs qui peuvent être virtuels ou des choses comme ça, quand tu as
un appartement, une maison, un bien immobilier, il est devant toi, tu peux le toucher. Il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Il peut peut-être brûler, mais il y a des assurances qui le couvrent. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement te retirer. Et c'est quelque chose qui aura toujours une valeur, puisqu'il y aura toujours une nécessité, en fait, de se loger. Se loger, c'est un besoin primaire pour les humains. Ça l'a toujours été, et je pense que si on voit dans 100 ans, 200 ans, ça sera toujours le cas. Donc, c'est plutôt safe. Et en plus, le marché immobilier ne peut s'effondrer que jusqu'à une certaine limite, même si un jour il s'effondre, parce que le coût de la construction, en fait, est réel. Ça veut dire qu'un bien immobilier neuf ne pourra jamais valoir moins que ce qu'il coûte à construire, en fait. Et à partir de là, on a une limite basse, en fait, par rapport au prix de l'immobilier. Les prix des biens anciens découlent des prix du neuf, en fait. Et donc, on a des actifs qui peuvent perdre éventuellement de la valeur, ça c'est possible, mais qui ne perdront jamais toute leur valeur. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure aussi. Et enfin, je dirais que c'est un domaine, un outil qui est très versatile, qui peut répondre en fait à plein de besoins différents. Il n'y a pas une sorte en fait d'investissement en immobilier locatif. Il y a une multitude d'outils, une multitude de possibilités et de stratégies en investissement immobilier locatif. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'immobilier locatif peut répondre à plein de besoins différents. Ça peut répondre aussi bien à des personnes qui veulent préparer leur futur, qui veulent préparer une retraite, une pré-retraite, parce qu'on sait que la retraite ne sera peut-être pas énorme plus tard, comme ça peut convenir à d'autres personnes, comme on vend ça sur YouTube, qui veulent simplement quitter leur travail, dire au revoir à leur patron, vivre sur la plage ou des choses comme ça. Daniel, excuse-moi, on a tous vu cette pub Ouais, c'est ça. sur YouTube. Je pense que juste avant nos vidéos préférées, on a tous vu le gars qui nous vend une formation en immobilier avec la piscine derrière en Thaïlande. Exactement. Donc, La Lamborghini. exactement. Et excuse-moi, donc tu parlais des stratégies, c'est ça? Excuse-moi de Oui. t'interrompre. Alors, les stratégies du coup en immobilier, pour moi, on a trois stratégies quand on veut investir en immobilier locatif. Enfin, trois grands domaines de stratégie. Après, parmi ces domaines-là, on a des sous-catégories. Mais en tout cas, on a effectivement trois stratégies. La première, et celle que je ne recommande pas, c'est la stratégie spéculative, en fait. C'est des investisseurs immobiliers, et c'est ce que font, je pense, la grande majorité des investisseurs immobiliers qui ne connaissent pas grand-chose de l'immobilier. C'est qu'on va acheter un bien sans forcément s'intéresser grandement au rendement ni au cash flow qui est généré par le bien, simplement en se référant à l'évolution du marché de l'immobilier, en se disant c'est de la spéculation, j'achète un bien immobilier, et même si le bien ne me génère pas de revenus, même s'il n'est pas rentable, le simple fait que l'immobilier va monter, va prendre de la valeur, et tout le monde a confiance dans ça, parce que ça fait depuis un moment que ça a pris de la valeur, eh bien, je vais être gagnant au final, parce que j'achète un bien qui vaut tant, et je suis certain que dans 10 ans, dans 20 ans, il vaudra plus. C'est pour moi la plus mauvaise stratégie parce que j'ai beau adorer l'immobilier, je ne suis pas Madame Irma et je ne suis pas certain que l'immobilier dans 10 ans, 20 ans augmentera encore. J'aimerais bien parce que je serais tout à fait gagnant, mais ça, je peux le promettre à personne. Et pour moi, se baser que sur cette stratégie, c'est assez risqué, surtout qu'on sait que les marchés sont cycliques et quand un marché a bien augmenté pendant un long nombre d'années, il y a une possibilité un jour que ça baisse un petit peu et du coup, c'est un peu risqué comme stratégie. La deuxième stratégie, c'est une stratégie patrimoniale. C'est une bonne stratégie pour moi qui est d'acheter des biens qui ont un rendement plutôt équilibré, pas forcément un rendement qui est excessif, qui sont plutôt bien placés, donc c'est des biens de qualité, avec peut-être un espoir de plus-value à leur revente, mais on ne se base pas que sur ça. Le but, c'est que ce soit des biens en fait, qui s'autofinancent, où le loyer puisse compenser en fait, toutes les charges qui sont afférentes au bien, que ce soit le crédit immobilier, les charges de copropriété, les taxes foncières, tout ce qui est généré par le bien. Le but, c'est que ces revenus couvrent au moins toutes les charges. Dans cette stratégie patrimoniale, il n'y a pas de création de richesse directe. Ça veut dire que, étant donné qu'on est plutôt à l'équilibre, le niveau de vie de l'investisseur ne va pas augmenter directement.
Par contre, on aura une création de richesse qui va se faire par la création d'un patrimoine, même si c'est de l'argent qui n'est pas utilisable tant que l'investisseur n'a pas revendu le bien. On va avoir un patrimoine qui augmente et de ce fait, l'investisseur va pouvoir en fait se sécuriser pour le futur et éventuellement plus tard arbitrer son patrimoine en revendant des biens. Et c'est là qu'il pourra profiter de l'argent qui a été créé. La troisième stratégie que je vois, c'est celle du cash flow. C'est celle qui est le plus vendue en fait par les YouTubeurs. Et pourtant, ce n'est pas celle qu'atteignent la plupart des investisseurs. C'est une partie très restreinte en fait, des investisseurs qui atteint cette stratégie ou qui la met en place en tout cas. Je pense que là, par exemple, je suis dans une association d'investisseurs immobiliers, le Cercle des investisseurs immobiliers de Paris. Ces personnes-là, je pense, font déjà partie des 10% meilleurs investisseurs en France, en moyenne. Et pourtant, dans ces 10% meilleurs investisseurs, il y a peut-être seulement 20 à 10% d'entre eux qui mettent en place en fait, une stratégie cash flow où les biens génèrent beaucoup d'argent avec une rentabilité qui est forte, des biens qui sont peut-être un peu plus risqués, du coup, parce qu'on a toujours ce couple rentabilité et risque, des biens un petit peu moins qualitatifs qui leur permettent peut-être effectivement de devenir rentiers, de quitter leur travail. Bon, il n'y en a aucun qui a une Lamborghini, mais il y en a beaucoup qui ont quitté leur travail, du coup, parmi ceux-là. Un jour, peut-être. Un jour, ouais. Voilà, du coup, c'était les trois stratégies que je voyais. Très bien. Est-ce qu'ils démarrent des zéros, les investisseurs, sur le secteur? Excuse-moi, tu notes ta question et ça sera la deuxième partie. Ok. Ce sera la première question à laquelle on répondra si tu veux. Très bien. Ça sera voilà, ce sera la première. Et du coup, maintenant qu'on a vu le pourquoi, ouais. Je te propose de passer au comment. Donc, tout d'abord, comment rechercher un bien? Alors, comment rechercher un bien immobilier? Pour moi, pour rechercher un bien immobilier, il faut d'abord savoir ce qu'on recherche, en fait. C'est comme si vous allez aimer votre GPS et que vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous allez tourner en rond, vous n'allez rien trouver. Le but, c'est déjà de définir votre recherche. Donc, savoir quelle est la typologie du bien immobilier que vous voulez. En termes de typologie, on a pas mal de questions qu'on peut se poser pour savoir quel type de bien on recherche. La première question, c'est est-ce qu'on cherche un bien qui est plutôt proche de chez nous ou un bien qui peut être n'importe où en France? Si on cherche un bien qui est en France ou peut-être même ailleurs dans d'autres pays, j'ai des amis investisseurs qui achètent ailleurs. Moi, ce n'est pas ce que je fais, mais ça peut aussi être même au-delà de nos frontières. C'est une question qui est importante parce que si vous voulez acheter proche de chez vous, vous allez pouvoir, par exemple, mieux gérer votre bien. C'est vous qui allez pouvoir vous-même vous déplacer, gérer, etc. Si vous acceptez d'acheter plus loin de chez vous, ça va être plus compliqué de vous gérer votre bien. Donc, vous allez peut-être déléguer la gestion, mais par contre, vous aurez un plus grand panel de choix en fait, de rentabilité. Il y a des villes qui sont peut-être beaucoup plus rentables que celles qui sont proches de chez vous. Et du coup, vous offrez en fait plus de possibilités. On peut se poser aussi la question de la tranche de prix dans laquelle on veut essayer de trouver notre bien. En fonction des revenus de chacun, en fonction de la capacité d'emprunt et de l'apport qu'on peut mettre, chaque investisseur ne va pas forcément cibler les mêmes types de biens. Il y a des investisseurs qui sont peut-être débutants, qui viennent d'entrer dans la vie active, voire même des étudiants qui vont chercher plutôt des biens qui sont bon marché. D'autres investisseurs qui, eux, ont des revenus plus importants et qui vont peut-être pas s'embarrasser d'acheter des biens qui sont, je sais pas, à 50, 100 000 euros et qui préfèrent faire des gros coups à coût d'immeubles de 1 million ou des choses comme ça. On peut se poser aussi la question de savoir quel est le rendement qu'on va chercher. Est-ce qu'on cherche un gros rendement? Et dans ce cas-là, il y a des zones dont on devra se priver. Il y a des zones où c'est carrément pas possible d'avoir des gros rendements. Ou est-ce qu'on veut plutôt un bien qui soit bien localisé dans un endroit où éventuellement on peut avoir une plus-value, où les biens ne perdent pas particulièrement de valeur, ou on a une bonne dynamique au niveau démographique. Ça, c'est aussi une question que l'investisseur doit se poser avant de rechercher son bien. On doit aussi se poser la question de savoir si on veut un bien avec ou sans travaux. Avec travaux, l'avantage,
c'est que ça va être des biens souvent qui sont moins concurrentiels. Il y a peu de personnes qui vont acheter des biens avec des gros travaux et du coup, on va pouvoir plus négocier le prix de ces biens-là. On va pouvoir avoir un bien qui correspond exactement à nos attentes et on va pouvoir aussi défiscaliser le coût de nos travaux. Ou est-ce qu'au contraire, on veut un bien qui est sans travaux pour pouvoir, par exemple, réduire nos délais avant la mise en location, pour pas avoir des soucis par rapport à la gestion de nos travaux, parce qu'il y a toujours des tracas, il peut y avoir des retards, des imprévus, ça arrive toujours. Ça, c'est aussi une question à se poser. Et enfin, la dernière question, c'est quelle est la surface du bien qu'on veut? Est-ce qu'on va se lancer plutôt sur des studios, des 2 pièces qui sont très rentables en fait à la location par rapport au prix de location au mètre carré? Ou est-ce qu'on va cibler plutôt des gros biens où là, dans ce cas-là, pour les rendre rentables, il faudra faire soit des divisions, soit des colocations ou des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi une question à se poser. Donc, tous ces éléments-là permettent à l'investisseur immobilier de définir le bien qu'il recherche et à partir de ça, de se lancer dans la recherche, parce que sinon, si on n'a aucune idée de ce qu'on veut rechercher, au final, on recherche un peu de tout et puis on trouve rien parce qu'on ne recherche pas bien. Une fois que l'investisseur a pu définir quelle est la typologie du bien qu'il recherche, on va activer en fait tous les canaux de recherche. Les canaux de recherche classiques, c'est les annonces. En fait, on va mettre des notifications pour pouvoir être alerté dès qu'on a un bien qui correspond à ce qu'on recherche. C'est le bouche à oreille à partir, je sais pas, des amis, des voisins, la famille, n'importe qui vend un bien immobilier. Ça peut être une affaire intéressante. Ça va être aussi le fait de s'intéresser à des agences immobilières qui sont dans notre secteur. On peut se rapprocher d'agents immobiliers, de notaires dans notre secteur, afin qu'eux nous présentent des biens qui sont hors marché. C'est-à-dire que si on se lie d'amitié, par exemple, moi j'ai certains agents immobiliers, et je ne sais pas s'ils sont connectés aujourd'hui, si c'est le cas, je les remercie, qui me présentent des biens avant même qu'ils soient en annonce. C'est-à-dire que eux, de leur côté, ils n'ont pas à payer le prix d'une annonce. Et moi, de mon côté, ça me permet de récupérer des biens avant qu'il y ait de la concurrence dessus. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'ils savent que des investisseurs qui sont confirmés mènent à bien leurs opérations. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire couler le compromis, qui va se rétracter au dernier moment par peur ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment… Daniel, ouais. Daniel, par rapport à ça, moi, c'est super important d'entretenir de bonnes relations. Moi, à mon niveau, bon, je m'y connais pas du tout en investissement, mais juste en location, l'appart où j'habite là actuellement, je l'ai obtenu comme ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein d'agences immobilières dans le quartier qui m'intéressait. Et ben, à force, je sais pas, je me suis lié d'amitié avec une dame qui s'appelle Odile et c'est grâce à elle que j'ai eu l'appartement où je suis qui était justement hors marché. Donc, c'est le meilleur plan, ça. Vraiment, ça marche pas. C'est Et le pas meilleur que plan. pour l'investissement. Ouais. Et moi, je suis pire que ça sur certaines villes que je connais pas. Je leur téléphone toutes les semaines et à la fin, ils en ont marre et ils me disent Monsieur Vu, arrêtez de me téléphoner. J'ai un bien immobilier pour vous. Là, ça Ça marche aussi. Ouais, ok. Merci Odile. Ça peut être Exactement, merci, Odile. Merci Odile, ouais. Et Ça peut être aussi à travers des chasseurs de biens immobiliers. Ça, c'est une profession qui existe. C'est assez cool. C'est des personnes à qui vous déléguez la recherche de biens immobiliers. Alors, ça vaut le coup que si eux ne font pas que rechercher dans les annonces, si eux, ils font que rechercher dans les annonces, vous pouvez le faire vous-même. Mais certains d'entre eux ont des bons contacts avec des agents immobiliers, des personnes dans le milieu, et ils peuvent vous trouver des biens hors marché. Ça peut être intéressant. Et enfin, le dernier canal de recherche, ce serait les ventes aux enchères, que ce soit les ventes notariales ou les ventes aux tribunaux. C'est quelque chose qui est plus réservé aux investisseurs confirmés parce qu'il y a pas mal de risques, de dangers. Mais en tout cas, c'est un canal aussi de recherche. parfait. Écoute, l'avantage avec la slide, c'est qu'on a tout le déroulé des questions. Donc, C'est ça. tout le monde peut voir les questions qui arrivent. Donc là, vous voyez bien tout le monde qu'on va passer à la question de rentabilité. Comment savoir si un bien est rentable? Alors, pour savoir comment un bien est rentable, l'investisseur immobilier va d'abord réunir les informations. C'est-à-dire que vous voyez un bien sur le marché, vous allez le visiter et dès le début, à partir du moment où vous avez vu l'annonce, vous allez recueillir des informations. Ces informations, ça peut être par exemple le montant de la taxe foncière, le montant des charges de copropriété, le montant en fait de tout ce que vous allez payer. Il faut d'abord réunir en fait toutes les charges, vos futures charges, pour savoir en fait
ce que vous allez payer en fait chaque mois de votre poche à cause de ce bien immobilier-là. Et de l'autre côté, vous allez réunir toutes les informations concernant ce que vous allez gagner avec ce bien. C'est-à-dire que vous allez essayer de définir le futur loyer estimé. Donc ça, vous pouvez l'estimer soit à partir de sites, il y a des sites qui vous font des rentabilités estimées, soit le mieux, c'est d'aller voir directement sur les sites d'annonces, de faire une moyenne en fait des prix de location par rapport aux biens qui ont la même typologie que le vôtre. Si par exemple, je cible un bien dans une ville, je ne sais pas, qui a un 45 mètres carrés, je vais aller sur le Bon Coin, dans la même ville, ou sur Sologer, et je vais regarder tous les biens entre 40 et 50 mètres carrés. Je vais regarder combien les autres font louer, et je vais faire une moyenne, et je vais dire, voilà, moi, je peux le faire louer à ce prix-là. Et puis, en fonction de sa localisation, ça peut être un peu plus, un peu moins, je peux pondérer, mais je suis à peu près dans cette tranche de prix. Donc, une fois que vous avez réuni toutes les informations, vous allez pouvoir calculer un rendement. Le rendement, c'est un indice qui permet en fait de comparer les différents biens entre eux. On a différents rendements. On a le rendement brut, le rendement net et le rendement net-net. Le rendement brut, c'est simplement vous prenez le prix du bien et vous prenez le montant du loyer que vous allez le diviser par le prix du bien. Vous obtenez un rendement brut qui n'est pas un rendement exact, mais qui vous permet dès le début de savoir si une annonce est intéressante ou pas. Vous allez savoir directement si ce bien-là, ça vaut le coup de s'y attarder ou pas. Ensuite, on peut affiner un petit peu. Quand vous avez visité le bien, vous avez recueilli plus d'informations avec le rendement net. Le rendement net, c'est la même chose, sauf que là, vous allez retirer en fait tout ce qui est charges de copropriété, taxes foncières, tout ce qui est en fait les charges inhérentes au bien immobilier en lui-même. Donc, ça va affiner un petit peu. Vous allez avoir un rendement qui se rapproche plus de la réalité. Et enfin, on a le rendement net-net, où là, vous allez carrément calculer votre future fiscalité et vous allez retirer en fait au loyer le montant des futurs impôts que vous allez payer afin d'avoir un rendement le plus proche de la réalité. Et c'est ce rendement net-net qui vous permettra, après avoir visité plein de biens, de pouvoir comparer ces différents biens entre eux pour pouvoir savoir vers lequel je me dirige, lequel je choisis. Une fois que vous avez choisi un bien grâce au rendement, on va pouvoir s'intéresser au cash flow. En fait, le cash flow, c'est très simple. C'est directement au début du webinaire, on a parlé de tout ce qui est finances personnelles, du stock et du flux. Le cash flow, c'est simplement en fait une représentation du flux lié en fait au bien immobilier. C'est-à-dire à la fin de chaque mois, ce bien immobilier, est-ce qu'il crée un flux qui est positif ou négatif? Est-ce qu'en ayant ce bien immobilier, mon compte bancaire va augmenter à la fin du mois ou est-ce qu'il va baisser à la fin du mois? Ça peut être les deux en fonction de la rentabilité. Et du coup, c'est important d'avoir en général un bien immobilier qui soit au moins à l'équilibre, pas un bien immobilier qui chaque mois vous fasse sortir de l'argent dans votre compte. Si après, ça peut augmenter l'argent dans votre compte, ça peut rapporter un cash flow positif, tant mieux. Ça peut même être une rente, une seconde source de revenus. Mais le but, c'est que ça soit au moins à l'équilibre pour que ça soit un bien qui soit rentable. Et enfin, comment savoir si un bien est rentable? Ça peut aussi être en fonction de la plus-value. On sait qu'il y a des zones qui ont un potentiel de plus-value à la revente. Ça peut être aussi un critère de rentabilité par rapport à notre bien. Maintenant, on va parler du financement. Et Daniel, je te propose d'aller un peu vite sur les deux questions, histoire de maximiser la deuxième partie avec le Q&A. Je suis sûr, je crois en vous, je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à Daniel. Et d'ailleurs, les deux points qui arrivent, si vous voulez que Daniel les détaille plus, vous pourrez poser la question. Du coup, là, on passe au financement. D'ailleurs, le financement, c'est quand on parle investissement immobilier, c'est le truc qui fait le plus peur aux gens, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Je pense aussi, ouais. Ouais. Alors que pourtant, c'est loin d'être le plus compliqué. Il y a plein d'autres soucis qui viennent après. Mais… D'accord. Bah, tu vois, même moi, c'est le truc qui me fait le plus, tu vois, que j'appréhende le plus, le financement. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le crédit qui fait peur, mais… Ouais, le premier financement fait peur. Et puis après, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, c'est nickel parce qu'en fait, on est protégé par les conditions suspensives de la banque. Donc, c'est soit on a notre financement et c'est la fête, tant mieux. Soit on l'a pas, et on a juste trouvé un bien qu'on peut pas acheter et puis ça coule et puis on n'a rien perdu, quoi. On a juste perdu du temps. Mais au final, c'est pas dramatique. Je vois. Du coup, comment se faire financer, si on peut en parler rapidement Ouais, alors comment se faire financer un bien? La première chose, c'est un financement, en fait, ça se prépare. Ce n'est pas quand vous avez trouvé votre bien immobilier que vous allez commencer à chercher un financement, c'est bien en amont. Pour espérer d'obtenir un financement,
il faudra déjà essayer d'avoir un revenu stable, c'est-à-dire avoir un CDI, un revenu qui est régulier, une situation financière sur laquelle la banque puisse se baser et qui la mette en confiance en fait. Il va falloir avoir aussi des comptes qui sont très clean sur 3 mois, parce qu'il faut savoir que la banque va vous demander vos 3 derniers relevés de compte. Et du coup, c'est pas au moment où on va acheter un bien qu'on va se dire bah mince, sur les 3 derniers mois, je sais pas, je suis allé au casino toutes les semaines, j'ai fait des conneries avec mon compte. Le banquier va éplucher tout ça. Moi, il m'a même fait des remarques en me disant ah, il est pas mal ce restaurant-là, vous me conseillez ou pas? Donc, Ah oui. faites bien attention à vos dépenses. Donc, ouais, faites attention. Ils vont prendre les 3 derniers relevés de compte. Donc, si vous avez des choses, des crédits à la consommation, des choses comme ça, soldez-les avant. Et les 3 derniers mois de relevé de compte doivent être nickel, parce qu'en fait, ça va compter pour le scoring bancaire. C'est-à-dire que la banque va vous donner une note, et en fonction de cette note, vous allez ou non avoir des conditions qui sont plus favorables pour votre prêt. Et ça peut jouer aussi, non pas pour les conditions, mais simplement pour valider ou non l'accord de votre prêt. Ça, c'est important. Ensuite, vous allez faire appel au moment où vous avez votre compromis de vente ou votre promesse de vente à soit un courtier IMO, soit des banques. En fait, ce que je conseille, c'est d'aller voir en fait vos banques chez qui vous êtes déjà et d'aller voir de l'autre côté un courtier immobilier où vous lui dites vous me trouvez un crédit immobilier, sauf dans mes banques. Et là, mes banques, c'est moi qui les gère moi-même. Le but, ça va être d'aller voir au moins plusieurs banques, au moins 2, 3, pour essayer d'avoir un maximum de réponses, éventuellement les mettre en concurrence entre elles pour avoir les meilleures conditions et être capable de valider les conditions suspensives en fait, du prêt. Parce que quand vous signez un compromis de vente, vous pouvez sortir du compromis de vente sans pénalité financière, en général à condition d'avoir 2 ou 3 refus de banque. Si vous êtes allé voir qu'une banque et que vous n'avez qu'un seul refus, vous risquez de perdre de l'argent, donc allez faire au moins plusieurs banques, ou alors faites une banque et allez voir un courtier de l'autre côté. Comment se faire financer un bien? Le financement se base en grande partie sur la capacité d'emprunt. Chacun de nous, on a une capacité d'emprunt qui est définie par les différentes banques et cette capacité d'emprunt dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est vos revenus. En fait, en fonction de vos revenus, la banque va être capable de vous prêter plus ou moins, ce qui est assez logique. Ça dépend du scoring bancaire, dont on a parlé tout à l'heure, des personnes qui sont peu fiables d'un point de vue bancaire, la banque sera forcément plus frileuse à leur prêter des grosses sommes d'argent. Et ça dépend enfin de 2 derniers facteurs qui sont le taux d'endettement et le reste à vivre. Le taux d'endettement, c'est simplement le montant des crédits que vous avez sur le dos, que ce soit crédit immobilier, consommation ou autre, par rapport à vos revenus. Et le reste à vivre, ça va être la somme qu'il vous reste pour vivre après avoir payé tous vos crédits. C'est 2 choses qui sont assez différentes parce que, par exemple, en ce moment, on parle avec la HCSF, le Haut Comité de sécurité financière, d'un taux d'endettement maximal de 35%, qui était passé de 33 à 35%. C'est pas du tout la même chose en fait pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros par exemple de revenus et quelqu'un qui gagne 10 000 euros de revenus. Quelqu'un qui gagne 2 000 euros de revenus, un taux d'endettement de 35%, ça représente un crédit immobilier de 700 euros et il lui reste du coup 1 300 euros de reste à vivre. Et quelqu'un qui gagne 10 000 euros, un taux d'endettement de 35%, ça fait que 3 500 euros de crédit immobilier et il lui reste 6 500 euros de reste à vivre. On comprend bien que dans le premier cas de la personne qui gagne 2 000 euros, le banquier sera plus frileux si jamais on doit lui prêter au-delà de ces 700 euros, tandis que la personne qui gagne 10 000 euros par mois, même si elle a atteint les 35% de taux d'endettement, le banquier va se dire, bon, il lui reste 6 500 euros par mois pour vivre, on peut peut-être aller au-delà et lui mettre plus, l'aider à financer plus de choses par crédit, parce que de toute façon, il a largement assez pour vivre. Et enfin, on a tout ce qui est durée d'emprunt, qui seront à définir en fait lors de la signature du crédit, enfin lors de la négociation en fait de votre crédit immobilier, de savoir est-ce qu'on emprunte sur une courte ou une longue durée. L'erreur des investisseurs débutants et celle que j'ai faite au départ, malgré les conseils de tout le monde, c'est d'emprunter sur des courtes durées. Moi, je sais qu'il y avait mon agent immobilier qui disait vous savez, monsieur Vu, les investisseurs, normalement, ça emprunte sur 20 ans, 25 ans. Mon banquier me disait la même chose. Et moi, je me disais ils disent ça juste
pour se prendre des intérêts, en fait, pour que j'engraisse la banque. En fait, plus on emprunte sur des longues durées, plus on va payer des intérêts. Et je me suis dit, je vais emprunter sur des courtes durées. Et du coup, je ne paierai pas beaucoup d'intérêts et je suis plus malin qu'eux. Et du coup, c'est peut-être la meilleure chose à faire d'acheter sur le court terme. Et en plus, ça me permettra de rembourser plus vite mon bien. Au final, ils avaient totalement raison. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'après. Du coup, mon premier bien, je l'ai emprunté sur une courte durée. Pour un investisseur immobilier, c'est beaucoup mieux d'acheter en empruntant sur une longue durée. Parce que, effectivement, vous allez engraisser la banque. En quelque sorte, vous allez payer plus d'intérêts. Mais d'une part, les taux d'intérêt sont très faibles en ce moment, donc ça ne représente pas une grosse somme. Au final, même si le taux d'intérêt augmente un petit peu, c'est vraiment pas grand-chose. Je crois qu'on est même en dessous du taux d'inflation. Donc au final, vous gagnez de l'argent en empruntant, en ayant maintenant cet argent par rapport à ce que vous aurez plus tard. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des mensualités de crédit qui sont beaucoup plus faibles. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque. Pour moi, la mensualité de crédit, je me suis dit, bon, c'est pas très grave si elle est élevée, mais ça va impacter directement votre cash flow. C'est-à-dire qu'un bien immobilier où vous allez avoir un crédit sur une longue durée, sur 20-25 ans, les mensualités de crédit vont être beaucoup plus faibles. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, à la fin du mois, d'avoir un bien immobilier qui génère de l'argent ou qui soit au moins à l'équilibre. Et le fait qu'un bien immobilier, en fait, vous génère de l'argent, ça permet d'acheter d'autres biens immobiliers et ça augmente en plus votre niveau de vie. Donc, si vous avez un choix, achetez plutôt sur des longues durées. Enfin, Daniel, prenez un crédit sur des longues durées. Daniel, Très bien. Juste, ce que je te propose, Daniel, c'est pour l'introduction, je pense qu'on s'arrête là. Pour le point de la forme Ouais. juridique, s'il y a des questions après, je pense qu'on pourra, on pourra y répondre. Donc, je vous propose à tous de passer au Q&A. moi, j'aurais bien posé une petite question Très sur bien. la dernière intervention. Je suis assez d'accord sur le fait que Vas-y, effectivement, Maxime. c'est sur les périodes longues où on emprunte et on fait un effet de levier positif, effectivement. Par contre, ce que vous n'avez pas évoqué, c'est qu'on a la chance d'être en France et qu'on peut renégocier si effectivement le choix se fait de raccourcir les mensualités, C'est ça, tout à fait. raccourcir l'échéance. C'est ça. Après, il faut lire dans les lignes du contrat. En général, on peut augmenter de 3 ans, 5 ans au-delà d'un certain délai. Et ça peut être une façon aussi de rattraper le fait qu'on est pris sur une durée trop courte aussi. Ouais. Ça peut être cool. Ouais. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Et Maxime, tu n'avais pas une autre question tout à l'heure? Oui, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, moi, tout à l'heure, j'avais demandé, enfin, je m'étais posé la question parce que j'entends effectivement énormément de youtubeurs et autres, parce que je suis un peu l'activité immobilière de près. J'ai tendance à entendre qu'effectivement, ils avaient les actifs de plus en plus. Mais d'où ils partent, ces gens-là? Est-ce que vraiment ils partent de zéro? Est-ce que l'effet de levier il est positif en n'ayant aucun patrimoine derrière, c'est-à-dire que ce soit de l'héritage ou autre? Ou est-ce que c'est vraiment démarrer de zéro parce qu'ils arrivent à emprunter toujours plus en plus important grâce au cash flow qui leur permet de rentrer encore dans les 35% d'endettement? Alors, je ne peux pas parler pour l'ensemble des investisseurs immobiliers, mais après, justement, j'ai la chance d'être dans une association d'investisseurs immobiliers. Je crois qu'on est entre 1500 et 2000, donc on est assez nombreux, donc on a un assez large panel de personnes. Et en fait, il y a de tout. En fait, il y a de tous les types d'investisseurs immobiliers, mais avec différentes fréquences, en fait, à différentes fréquences. On va dire que le gros des investisseurs immobiliers, c'est quand même des personnes qui ont des revenus qui sont assez importants. Pas forcément un héritage, mais un boulot qui est stable, important. Peut-être des cadres supérieurs, par exemple. Ça, je pense que c'est la majorité des personnes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un critère qui est obligatoire, mais déjà, en fait, un investisseur immobilier, la plupart du temps, quand on s'intéresse à l'investissement immobilier, c'est parce qu'on a des revenus à placer. Et c'est là qu'on commence à s'intéresser à l'investissement. Et je pense que les personnes qui ont peut-être moins de revenus, au-delà du fait qu'elles peuvent ou elles ne peuvent pas investir,
ont moins tendance à s'intéresser à placer leur argent parce qu'elles vivent plus au quotidien. Il faut déjà qu'elles assurent leurs besoins en fait, de tous les jours avant de commencer à penser à épargner et à investir. Donc, effectivement, on retrouve beaucoup plus de personnes qui sont dans le domaine des cadres supérieurs sans forcément avoir des héritages ou quoi que ce soit. Il y en a qui commencent de rien, mais qui se lancent dans la vie active avec un bon métier. Et ça, c'est la grosse majorité des personnes. Après, à part ces personnes-là, on rencontre un peu des ovnis. Je sais qu'on a rencontré il y a quelques mois, par exemple, dans un meet-up, il y avait un gars qui gagnait le SMIC, qui avait 20 ans, je crois, 19 ans ou 20 ans. Et le gars, il a une vingtaine d'appartements, je crois. Et à 20 ans, tu vois. Et Wow. alors, c'est quelque chose dont moi, je serais incapable. Franchement, tu me mets son revenu, déjà, je pense à vivre plutôt qu'à investir. Et c'est des choses qui sont possibles, en fait, Ouais, mais c'est mais là qui où je sont crois pas. particulièrement Moi, c'est là où complexes, j'y en crois fait. pas. Ben, c'est là où j'y crois pas du tout parce que effectivement, ça fait un moment que je suis dans l'immobilier et autres. Et c'est là où j'y crois pas du tout parce qu'il y a des arriérés. C'est-à-dire, Ouais, il y a une éducation financière qui a été transmise par les parents et qui est importante et qui est royale. Mais avec un SMIC aujourd'hui, ça veut dire qu'il s'est remis au SMIC, mais qu'avant, il n'était pas au SMIC. C'est-à-dire il est actuellement au SMIC parce qu'il l'a sûrement décidé ou qu'il a des revenus en parallèle, mais je ne crois absolument pas en ce genre de situation. C'est pour Ne ça, en sois fait, pas que… jaloux, Maxime. Ah non, Maxime, non, c'est pas, non, non, c'est pas, non, non, c'est pas de laisse-le, la… hein. après, Non, enfin, non, moi je te dis, moi j'ai discuté avec, et c'est pas un cas isolé, il y a beaucoup de personnes où moi dans leur situation, j'aurais pas été capable de le faire. Mais au final, ils y arrivent, ils ont des résultats qui sont étonnants. Après, c'est très rare, tu vois, c'est peut-être un investisseur. Déjà, dans le cercle des investisseurs, on est, comme j'ai dit, dans les 10% meilleurs investisseurs, et parmi ces 10%-là, il y a peut-être 1-2% où c'est des tarés comme ça. Après, ils sont obligés de mettre en place des techniques qui sont pas forcément légal. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être, alors je ne sais pas comment ils fonctionnent, il y en a peut-être qui trafiquent leurs fiches ou quoi, ou qui ont des contacts. Je sais on a des banquiers, donc on a des très banquiers, en fait, presque des amis, qui peuvent accorder des prêts dans bien sûr. l'association quand Ouais. le prêt ne devrait pas passer, mais qu'on a déterminé que ça pouvait être rentable. Donc, il y a forcément des magouilles, des choses qui ne sont pas classiques qui leur permettent de réussir. Donc, je dirais que ce n'est pas impossible, donc c'est possible, mais effectivement, ce n'est pas la grande majorité des personnes. Et je pense que c'est des cas qui sont isolés. Donc, effectivement, ils vont toujours te montrer sur YouTube des gars comme ça. Tu vas en trouver un dans un meetup, tu vas lui dire, ah, bah, viens parler sur YouTube et témoigne que c'est possible. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est un exemple à suivre, ni que tout le monde va réussir à faire pareil que lui, quoi. Je pense que Ah, pour un qui ouais. réussit comme ça, il y en Très, a Après, il y a 999 le qui très bien. côté… Maxime, merci beaucoup pour ta question. Il y a beaucoup de personnes qui veulent poser d'autres questions. Oui, Merci mais beaucoup. bonjour. Oui, un instant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer les gens. Excusez-moi, Maxime s'est permis de prendre la parole. Comme ça, on se connaît, c'est un ami de longue date, il s'est permis de faire ça. Et comment on va faire? Je vais d'abord nommer les personnes et je vais donner la parole aux personnes. Donc, et c'est par ordre. Donc, la prochaine personne, c'est Myriam Serdou. Donc, Myriam, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Moi, j'avais une question concernant les ventes judiciaires. Ouais. Tu as dit que c'était assez risqué. Moi, je m'y intéresse depuis quelques temps et je voulais savoir pourquoi tu pensais que c'était risqué. Les ventes judiciaires, parce que, alors je pense que c'est plus réservé aux investisseurs qui sont confirmés. Je fréquente beaucoup d'investisseurs et pourtant, il y en a pas tant que ça qui font des ventes judiciaires. Parce que il faut avoir pas mal de courage. En fait, ce qui se passe quand tu fais une vente judiciaire, c'est que déjà, il y a plein de frais que tu n'as pas dans les ventes ordinaires. Dans les ventes ordinaires, il y a les frais de notaire, 7-8%, quelque chose comme ça. Dans les ventes judiciaires, en fait, on a à peu près 20-25% de frais. Et du coup, une personne qui rentre en fait dans les ventes judiciaires sans connaître ses frais, en se disant bah, j'ai des frais qui sont un peu ordinaires, peut vite se retrouver face à un problème au niveau de sa rentabilité. Donc ça, il faut juste en être conscient. Après, dans les ventes judiciaires, on a pas mal de professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas la plupart des amateurs qui vont aller dans les ventes judiciaires. Parfois, les personnes se connaissent sur place. On sait que dans un secteur, certaines personnes peuvent s'arranger entre elles. Et du coup,
si on n'est pas connaisseur, on peut vite se faire avoir en fait en se lançant dans un secteur qu'on ne connaît pas, parce que les autres personnes peuvent se connaître entre elles, elles ont leurs habitudes, et ça peut être un piège. Au niveau des ventes judiciaires, ensuite, on n'a pas de pouvoir de rétractation. Contrairement en fait au compromis de vente où si tu ne trouves pas en fait un crédit immobilier, tu vas pouvoir sortir de ta vente tranquillement avec les clauses suspensives. Avec une vente judiciaire, tu n'as pas cette possibilité. Et du coup, si jamais tu ne trouves pas ton crédit, tu vas être obligé quand même d'acheter le bien ou alors tu vas perdre une grosse somme d'argent. Et du coup, c'est pour ça que je le réserve plus aux investisseurs confirmés qui ont l'habitude de rechercher un crédit, qui savent dans quelles conditions ça peut passer auprès de leur banque, qui ont d'abord des rapports privilégiés avec leur banquier qui leur dit t'inquiète pas, ça va passer. Par contre, un investisseur débutant qui se lance directement dedans, pour moi, c'est difficile pour lui de savoir s'il peut ou non obtenir son crédit directement. Donc ça peut être un risque. Et enfin, la plupart des avocats, en fait, parce qu'on doit se faire représenter par un avocat, prennent des frais de représentation. Donc il y a des frais au moment où on gagne l'enchère, mais la grande majorité des avocats, même si ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, prennent des frais de représentation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il vient vous représenter lors de la vente judiciaire, même si vous ne gagnez pas la vente, ils vont vous prendre des frais. Et du coup, il faut être sûr de soi pour ne pas payer plusieurs fois un avocat qui vient à n'importe quelle vente judiciaire sans être certain de son coût, quoi. Donc, ça fait un ensemble de facteurs qui fait que ça peut être un petit peu risqué. Et au final, j'avais vu les statistiques, on a environ seulement 20% des biens en fait vendus aux enchères qui sortent en dessous du prix du marché. Ça veut dire qu'on a 70-80% des biens vendus en fait aux ventes judiciaires qui au final sortent soit au prix du marché, soit au-dessus. Et une personne qui se lance directement comme ça en tant que débutant peut se dire si c'est aux enchères, ça sera forcément une bonne affaire. Et en fait, non, pas forcément. Ensuite, un autre risque, c'est que si jamais on trouve une bonne affaire, il y a un délai, je ne sais plus si c'est 10 jours ou 2 semaines, il faudra revoir, pendant lesquels en fait, quelqu'un d'autre peut se positionner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu un bien aux enchères, admettons que j'ai fait une superbe affaire, j'ai eu à moitié prix par rapport au bien, c'est 10 jours, super. Quelqu'un d'autre peut se positionner dessus et ça peut être hyper frustrant en fait. D'accord. Donc, du coup, toi, ton conseil à quelqu'un qui commencerait, c'est peut-être plutôt d'acheter des apparts, après un immeuble et après éventuellement aller vers ce genre de vente. Ouais, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on est confirmé, ça peut être une bonne idée. Éventuellement, aller voir les ventes judiciaires pour commencer à s'intéresser, voir comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose qui est intéressant même pour la culture générale. Et puis, une fois qu'on en a vu une petite vingtaine, une trentaine, qu'on a déjà fait nos premiers biens immobiliers, qu'on a pu voir, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations aussi sur ces biens, sur les ventes judiciaires. En général, c'est des biens où on n'a pas forcément tout ce qui est diagnostic technique, etc. Il nous manque des documents. C'est des biens qui parfois sont vendus occupés, en fait, parce que les ventes judiciaires, ça peut être par exemple quelqu'un qui a perdu son emploi, qui ne peut plus payer, etc. Donc parfois, il est vendu occupé. Il faut avoir une expérience, par exemple, dans comment virer une personne qui occupe illégalement le bien, en tout cas qui n'est plus propriétaire du bien, mais qui veut rester dans son bien. Ça, c'est quelque chose qui peut entraîner des soucis à l'investisseur débutant, mais du coup, franchement, je ne leur souhaite pas forcément ça, quoi. D'accord, merci pour tes réponses. Merci pour ta question, Myriam. On passe à Yanis, c'est par ordre. Bonsoir Yanis, Yanis Bacha. Bonsoir, bonsoir Agnès, bonsoir à tous, bonsoir. Merci beaucoup. Je suis là un peu par curiosité parce que Agnès c'est mon ami, mais en fait j'ai appris plein de trucs ce soir. Donc vraiment merci du fond du cœur. Avec plaisir. J'avais une question, désolé, elle va être un peu idiote, mais que pensez-vous du marché de l'immobilier à Paris aujourd'hui? Et est-ce que l'immobilier locatif serait intéressant à Paris ou même comme achat de résidence principale ou est-ce qu'il faut attendre encore? Et deuxième question, désolé, j'en ai plein, mais bon, désolé, je vais sélectionner. Combien il faut avoir combien faut-il gagner à peu près pour rentrer dans le marché de l'immobilier locatif? Est-ce qu'il faut un salaire minimum ou pas? Dites qu'il faut acheter à Paris. Là, tu dis que ça baisse, lui dit que ça baisse pas, tu vois. Excuse-moi, Issad, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour l'instant? Très bien. On vous donnera la parole juste après. Tu as fini ta question, Yanis? Ouais, j'ai fini ma question. Très bien. Ok.
Par rapport au marché de l'immobilier à Paris, ce que j'en pense, je pense que c'est très cher. Je ne sais pas si ça augmentera encore, mais après, je vais dire que mon avis dessus n'a pas de valeur d'expert dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire que ça va augmenter, qu'on va continuer à augmenter, d'autres que ça va baisser. Au final, je pense que personne aujourd'hui ne peut affirmer avec certitude l'évolution du marché. Et du coup, ce serait qu'une conviction personnelle qui a en fait aucun basement, aucune valeur en fait. Je pense qu'il est très cher et que du coup, c'est un marché par contre qui est compliqué si on veut investir en immobilier locatif. Ça peut être adapté éventuellement pour d'autres stratégies, par exemple pour l'achat-revente. Acheter un bien en fait sur Paris et le revendre après plus cher, ça peut être une bonne idée après avoir fait des travaux ou des choses comme ça. On sait que les secteurs où le prix de l'immobilier est cher sont propices en fait à ce type d'investissement, l'achat-revente, plus que les secteurs où le prix est bas. Parce qu'on a un espoir de plus-value qui peut être plus important à la revente. Par contre, pour l'immobilier locatif, effectivement, c'est plus compliqué, tout simplement parce que les loyers à Paris sont très bas par rapport au prix de l'immobilier. On a une rentabilité moyenne qui est aux alentours de 2-3%. Et du coup, c'est clairement compliqué de réussir à obtenir un bien qui s'autofinance sur Paris. Dans ce cas-là, on part sur des stratégies qui sont un peu plus chronophages, un peu plus complexes. Ça peut être par exemple la location courte durée sur Airbnb ou des choses comme ça. Mais pour de l'immobilier locatif classique, je ne conseillerais pas forcément Paris. Après, pour la résidence principale, des choses comme ça, pourquoi pas, ça c'est propre à chacun en fonction de nos envies. Mais pour l'immobilier locatif, à moins de faire de la location courte durée, c'est compliqué. Et j'avais posé une petite question, désolé, sur le salaire minimum et l'apport qu'on peut avoir pour se lancer dans l'immobilier locatif. Alors ça dépend. Sans prendre de risques. Sans prendre de risques. Sans se ruiner, quoi. En fait, ça dépend de ce que tu achètes, en fait, parce que on va dire que si tu as des très faibles revenus, mais que tu arrives quand même à mettre en fait de côté chaque mois. En fait, la seule chose, c'est de réussir à épargner. En fait, je sais pas, en fait, quel est ton niveau de vie. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Et des personnes, 2 000 euros, c'est pas assez. D'autres personnes, même 10 000 euros, tu leur donnes 10 000 euros et ils vont t'en dépenser 9 500. Alors que d'autres personnes, avec le SMIC, ils vont dépenser juste la moitié, ils vont réussir à épargner. Et je sais pas comment ils font, ils arrivent à accumuler de l'argent avec ça. C'est les ovnis. C'est les ovnis, c'est ça. Je pense que c'est propre à chacun. J'aurais pas de montant exact à te donner parce que ça dépend de ton style de vie. Mais par contre, le plus important, avant d'investir en immobilier locatif, c'est effectivement de réussir à épargner de l'argent chaque mois. Parce que si tu n'arrives déjà pas à épargner chaque mois, investir dans l'immobilier locatif, c'est dangereux. Il te faut, si tu veux, un peu des marges de sécurité. Alors déjà, il faut acheter un bien qui soit à la mesure de tes revenus. Si par exemple, tu as des revenus qui sont très restreints, ça peut être simplement, je ne sais pas, un parking à 5 000, 7 000 euros. Et il faut avoir en vitesse de croisière une épargne de sécurité d'environ un an de loyer. En fait, c'est-à-dire que si tu achètes un bien et que ce bien rapporte 700 euros par mois, tu vas faire 700 x 12 et il faut que tu aies cette somme-là en épargne de façon à ce que si jamais il y a un souci en fait plus tard avec ton immobilier, tu puisses être assuré et que tu ne sois pas dans la merde à cause de ton immo. Super, merci beaucoup pour ta réponse, merci pour ta question Yanis. On passe à Shahir Bensmail. Bonjour, merci beaucoup, merci pour cette présentation qui est super intéressante. Moi, en fait, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'investissement, hormis peut-être ma place de parking que je loue. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. et qui me génère d'ailleurs un léger cash flow. Bon, c'est un bon début peut-être. Sinon, en fait, comme avantage, moi, en fait, je voudrais juste confirmer si l'avantage de l'effet de levier est un bon avantage ou pas, parce que je me dis que pour l'immobilier, en fait, tu investis sur un truc, tu as de l'argent, mais ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Du coup, tu t'enrichis avec l'argent de la banque.
contrairement à si, voilà. Donc, en fait, pour moi, je rajouterais ça. Mais sinon, j'ai une question assez précise pour le coup, et c'est sur les méthodes de calcul de rendement. Alors, j'ai cherché sur Internet, etc. Et on dit que le HCSF en fait, il a ordonné aux banques de calculer le taux de rendement avec la méthode classique et pas avec la méthode par différentiel. C'est ça. Alors, ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il reste quand même quelques banques qui font le calcul par différentiel ou pas? Parce que, comme tu imagines, la méthode par différentiel, elle permet de faire un investissement plus facilement. Donc, voilà en fait ma question sur ces deux méthodes. Ouais. Alors, d'ailleurs, pour les autres auditeurs qui commencent peut-être dans le monde de l'immobilier, je vais juste refaire un petit point sur les deux différentes méthodes de calcul, la méthode classique et la méthode différentielle, pour calculer le taux d'endettement. De ce que c'est. Hein. Ah, t'as aucune idée? Absolument. Admettons que, on va faire un petit exemple avec des chiffres assez ronds pour que ça soit facile. Admettons que j'ai 1000 euros de revenus par mon salaire. Je fais louer un bien qui rapporte 1000 euros par mois. On ne va pas prendre en compte le fait que la banque ne prend que 70% de la valeur du loyer, mais admettons qu'elle prend en compte ces 1000 euros de loyer-là. Et on a 500 euros. Et on a, on peut dire 500 euros en fait Attendez, je réfléchis, ce ne sera pas un bon exemple. Et on a par exemple 1000 euros de crédit qui est associé à ce bien-là. Ce qui fait qu'on a un bien qui est à l'équilibre en fait. Si on prend la méthode classique de calcul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'un côté les revenus, donc 1000 euros de salaire plus 1000 euros de loyer, donc ça fait 2000 euros. Et de l'autre côté, on a 1000 euros en fait de crédit. On va faire simplement une division et on va dire vous êtes endetté à hauteur de 50%, puisque du coup, vous avez 1000 euros de crédit chaque mois et votre revenu est de 2000 euros. Donc ça, c'est la méthode classique. On a un taux d'endettement de 50%. Sur une méthode différentielle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer en fait le bien immobilier de nos revenus. Donc, on a toujours nos 1000 euros de revenus, 1000 euros de loyer et 1000 euros de crédit. Et en fait, on va traiter le bien différemment pour voir en fait, en quelque sorte, quel est son cash flow. On va voir qu'on a un bien qui est à l'équilibre et du coup, on va venir annuler en fait le crédit immobilier avec le loyer en disant ça fait comme si on avait 0 euros de loyer, 0 euros de crédit, puisque de toute façon, les deux s'annulent. Et du coup, vous êtes à 0% d'endettement. Donc, on a deux méthodes de calcul. Forcément, la méthode différentielle est plus favorable pour l'investisseur immobilier, puisque du coup, ça lui permet d'enchaîner plus rapidement les biens sans se faire bloquer par un taux d'endettement élevé. Et autrefois, on avait les deux méthodes de calcul, ça dépendait des banques. Et effectivement, la HCSF a demandé récemment aux banques de mettre en place une méthode de calcul par méthode classique et plus par méthode différentielle. De ce que j'ai pu voir et des retours que j'ai eus, c'est une recommandation qui est respectée plutôt. Maintenant, de nos jours, c'est compliqué d'avoir un calcul différentiel. Mais c'est quelque chose qui existe encore, le calcul différentiel, mais ça devient beaucoup plus rare. En fait, là, en général, où ça continue à exister, ça va être quand tu tombes sur un directeur d'agence, pas sur le conseiller bancaire en fait classique, mais quelqu'un qui a un petit peu d'influence dans la banque, et que ce directeur d'agence a un pouvoir de délégation, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir déterminer lui-même, valider en fait lui-même ton crédit sans le faire passer au-dessus. En fait, en général, ce pouvoir de délégation, il est capé, en fait, il a un plafond, c'est-à-dire que le directeur d'agence, par exemple, on lui dit ton agence, elle fonctionne bien, on te fait confiance et du coup, tous les prêts au-dessous de 200 000 euros, tu vas pouvoir toi-même les valider ou non sans passer en fait à l'échelon supérieur. Et c'est là où en fait des directeurs d'agence de leur côté peuvent faire le choix d'appliquer en fait s'ils s'entendent bien avec vous, le calcul différentiel plutôt que le calcul classique. Après, il faut savoir que tous les directeurs de banque n'ont pas cette possibilité-là, mais c'est les cas où ça reste possible, en tout cas. Très, très bien. Ouais. Et merci beaucoup. Alors, juste une dernière question, c'est juste à propos de la fiscalité. Donc, est-ce que le LMNP, c'est-à-dire l'allocation meublée non pro, est la meilleure? Et si oui, donc partons sur une tranche marginale de 30%,
combien à la fin on aura si, par exemple, on a en fait un loyer de 2 000 euros. Quand tu enlèves tes impôts et puis les charges aussi. En fait, les charges, je veux dire les charges de l'État. Tu nous fais sortir la calculette, là, Shahir. C'est ça. Là, oui, parce que c'est super important. Oui. Oui, parce que c'est bon. Non, mais alors, vas-y, Daniel. Pardon. Alors, je pense que la plupart des personnes ici ne savent pas forcément ce que c'est le LMNP. Du coup, je vais refaire un petit point explicatif parce que tu as l'air plus calé que la moyenne des personnes. Alors, effectivement, au niveau de la fiscalité, on a plusieurs fiscalités. On a la fiscalité du nu, la fiscalité du meublé, dans tout ce qui est non propre, et la fiscalité de l'investissement en société, tout ce qui est SCI, CELARL, etc., SARL, etc. Là, on va plus s'intéresser à tout ce qui est en nom propre, en fait. C'est-à-dire que j'achète directement un bien sans passer par une société. On a deux fiscalités différentes. On a la fiscalité de la location en nu, quand on ne meuble pas un bien, qui est de la fiscalité de l'ordre du foncier. Donc, on a le micro-foncier et le foncier réel en fonction de si on a des charges en fait qui sont forfaitaires ou des charges qui sont réelles. Et de la même façon, dans l'ordre, on a tout ce qui est de la location meublée qui relève du BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, où là, on va voir pareil le micro-BIC et le BIC réel. Au niveau des méthodes de calcul, le micro-BIC, globalement, vous prenez votre montant de loyer que vous avez encaissé sur l'année, vous faites un abattement de 50% dessus, donc vous enlevez la moitié et l'autre moitié va être imposée. Tout ce qui est BIC réel, en fait, va intégrer tout ce qui est statut de loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Donc, en fait, quand il dit LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Et la plupart des loueurs meublés non professionnels, quand on évoque ça, c'est souvent dans le cadre du BIC réel. Donc, quand on fait de la location meublée et qu'on décide non pas de retirer les charges forfaitairement de 50%, mais qu'on décide de retirer les charges au réel. Les charges au réel, en fait, qu'on va pouvoir déduire de notre loyer avant de le faire imposer, qu'on va pouvoir déduire de nos revenus, ça va être globalement toutes les charges qui sont afférentes à la gestion de ce bien. Ça peut être par exemple la taxe foncière, ça va être les charges de copropriété, ça peut être l'achat de meubles, ça peut être les travaux. Tout ça, ça va partir en fait en charge pour venir diminuer la base imposable et du coup, vos loyers vont être moins imposés. Plus vous allez avoir de charges, moins vous allez payer d'impôts. J'ai tellement parlé que j'ai oublié ta question. Oui, en fait, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a aussi de la CSG à payer ou pas, enfin, les charges sociales? Est-ce que ça fait partie? Ouais. Oui, d'accord. Alors, le fonctionnement en fait de l'impôt sur du BIC réel avec le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel, c'est que vous prenez le loyer et on va déduire deux choses. On va déduire d'une part les charges que je vous ai parlé et on va déduire d'autre part tout ce qui est un amortissement. Parce que du coup, en tant que loueur meublé non professionnel, on a un numéro de tirette et on a un statut qui est entre celui de l'entreprise et celui du particulier. En tant que semi-entreprise, on va pouvoir déduire un amortissement et c'est ça qui est très intéressant en fait dans cette chose-là, c'est qu'on va pouvoir déduire le prix de notre bien en amortissement. Si par exemple on a un bien qui coûte 100 000 euros, on va pouvoir l'amortir en moyenne sur 30 ans et du coup chaque année on va pouvoir déduire en fait 3 000 euros par exemple de nos revenus locatifs comme amortissement du bien. Comme une entreprise qui achète, je sais pas, un ordinateur à 1 000 euros pourrait l'amortir sur 5 ans en enlevant de ses revenus 200 euros par an. Donc ça, c'est exactement la même chose. On déduit des charges d'un côté et on déduit un amortissement. Une fois qu'on a déduit les charges et les amortissements, il nous reste une base imposable. Si jamais le loyer est assez important pour être supérieur à la somme des charges et des amortissements, cette base imposable va être imposée à hauteur de notre tranche marginale d'imposition. Donc, il ne faut pas confondre ça avec le taux de prélèvement à la source, c'est ce qu'on va tous afficher sur la page de nos impôts. Mais la tranche marginale d'imposition, c'est des tranches qui sont, je ne sais plus, de 0, 15, 30, 41, 45%. Et du coup, c'est la tranche à laquelle est imposé vos revenus sont imposés vos revenus les plus élevés, en fait. C'est comme un récipient qui se remplit. On est imposé à hauteur de cette tranche marginale d'imposition. Donc, comme il avait dit, par exemple, 30%.
plus des prélèvements sociaux de 17,2%. Du coup, ça peut vite augmenter. Si par exemple, vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 40-41%, vous additionnez 17,2%, vous êtes imposé à 57,2% sur cette base d'imposition. C'est pour ça qu'il vaut mieux la réduire au maximum. Très bien, très très bien. Merci beaucoup, c'est super. Merci Shahir. Alors, on passe d'abord à Skander, Rezgui, et ensuite Sabrine Boudella. Et ensuite, il y a encore des questions. Je donnerai la parole à les personnes qui restent. Yes, merci Agui. Alors, bonjour à tous. Merci Daniel en fait, pour la présentation. Franchement, c'est très clair. Avec plaisir. Alors, moi, j'avais 2 questions. Donc là, voilà, pour quelqu'un, imaginons quelqu'un qui a des charges d'impôt assez élevées, disons, sur l'année fiscale, quelle est la forme juridique la mieux adaptée pour acheter un appartement, au hasard, je dis Montpellier, Agui, au hasard. Voilà, quelle est la forme juridique en fait la mieux adaptée? Et la deuxième question, je voudrais te demander ton avis en fait sur le neuf, l'achat dans le neuf. Qu'est-ce que tu en penses du Pinel, etc. J'en entends beaucoup parler. Et, voilà. J'hésite beaucoup dessus en tout cas. Ok. Alors la fiscalité, elle n'aura pas trop de rapport avec l'endroit où tu achètes. Par contre, effectivement, là, j'entends que tu as une fiscalité qui est assez haute. Et l'une des envies qu'on peut avoir lorsque on a une fiscalité qui est assez haute, c'est effectivement de se dire, est-ce que j'achète avec des solutions de défiscalisation dans du neuf, par exemple du Pinel ou des choses comme ça, pour faire baisser en fait cette fiscalité. C'est une tentation qui est grande. Moi, je sais que dans mon domaine, en fait, en dentaire, j'ai beaucoup de collègues qui se font souvent démarcher par des gestionnaires de patrimoine qui essaient de leur vendre du Pinel. Certains craquent, d'autres pas. Et effectivement, c'est en fait une sorte de piège parce que le Pinel n'est généralement pas la meilleure solution. Ça peut être une solution éventuellement effectivement pour faire baisser son imposition, mais on peut en général faire beaucoup mieux que le Pinel. En fait, ce qui va se passer avec un appartement, pardon, un bien, pas forcément un appartement, mais qui est en Pinel, c'est que c'est des biens que tu achètes au neuf et donc généralement très supérieurs au prix du marché et que tu ne vas pas forcément pouvoir louer au-dessus du prix du marché, tu vas même pouvoir les faire louer en dessous du prix du marché puisque le loyer en fait est plafonné sur ces biens. Et donc, tu auras une rentabilité qui sera toujours très, très faible en fait, sur ces biens-là. Le fait que cette rentabilité soit très faible, ça fait que généralement, tu auras du mal à dégager un cash flow qui sera positif. Tu auras généralement un cash flow qui sera négatif sur ces biens-là, malgré l'aide fiscale. On aura généralement un cash flow négatif, ce qui fait que ce que tu vas gagner d'un côté en impôts, en fait, tu vas le perdre à cause des charges, etc. Et au final, sur ton compte, à la fin du mois, tu auras moins d'argent qu'avant d'acheter ton bien. Alors, ce sera moins d'argent, pas à cause des impôts, du coup, mais du coup, ça sera à cause de ton bien immobilier. La meilleure solution, c'est plutôt d'acheter des biens dans de l'ancien, en fait, et de les faire louer en LMNP, qui est effectivement une très bonne solution, où là, tu vas pouvoir avoir des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées. Tu vas pouvoir faire louer ton bien beaucoup plus cher, acheter des biens qui sont beaucoup moins chers. Et du coup, c'est des biens où tu peux dégager du cash flow chaque mois. Et à la fin du mois, là, c'est le contraire. Tu vas avoir plus d'argent sur ton compte. Tu vas toujours payer la même somme d'impôts chaque mois, donc ça sera un peu frustrant, mais au moins à la fin du mois, il y aura plus d'argent sur ton compte. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Skander. On passe à Sabrine, et ensuite, après Sabrine, ce sera à Salim. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, tout le monde. Moi, c'est un peu une remarque que vous allez faire, c'est par rapport à un peu la règle d'or de l'investissement en location, c'est le fait d'être à l'équilibre. Ouais. Je dirais que pour moi, c'est super si on peut être à l'équilibre. Je dirais que dans certaines conditions, c'est pas dramatique de générer des cash flows légèrement négatifs tous les mois. Parce qu'imaginons qu'on achète un petit appartement, un studio, une toute petite surface dans Paris qui vaut 200 000 euros. Et que dans 20 ans, on la revend 200 000 euros, donc en supposant qu'on n'ait même fait aucune plus-value, même si on a un peu payé tous les mois, on n'aura pas à décaisser 200 000 euros. Par contre, on va se retrouver avec un patrimoine. Donc, c'est juste pour dire aux gens,
N'ayez pas de peur. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop évoqué aussi la question de la liquidité du bien, parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est très cher, mais ce qui rassure à Paris, c'est la liquidité du bien, notamment pour les primo-accédants. C'est de se dire que voilà, je prends un crédit, c'est la première fois, ça a l'air d'être énorme, mais on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose au-delà des assurances. Concrètement, je peux revendre mon bien. Donc oui, peut-être que je vais perdre un petit peu d'argent, mais ce ne sera pas dramatique. Donc la liquidité du bien, ça se vend très rapidement à Paris. Et a priori, ça ne perd pas beaucoup de valeur. Juste pour dire aux gens, la règle d'or, c'est bien d'être à l'équilibre. Mais si on perd un petit peu d'argent tous les mois, ce n'est pas nécessairement. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, la perte doit être équilibrée par rapport aux revenus. Si vous avez des bons revenus, vous pouvez vous permettre de perdre un petit peu de cash flow négatif. Ce n'est pas dramatique, effectivement. Super. Merci pour ta question, Sabrine. On passe à Salim. Je crois que tu avais une question, Salim, sur le financement. Salim, es-tu là? Bonne nuit, Salim. Esprit, es-tu là? Non, Salim n'est pas là, je crois, ou en tout cas, il a oublié il n'arrive pas à activer son micro. Je vous propose de passer à Dan. Dan, tu avais une question, je crois. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci beaucoup pour ton intervention qui était super intéressante. Moi, j'avais une petite question à choisir entre le VFA, donc faire une acquisition dans le neuf, ou bien l'ancien. Est-ce que toi, tu aurais une préférence ou est-ce que pour toi, c'est kiff-kiff, ça dépend du bien ou de l'emplacement? Alors, pour ce qui est de l'investissement locatif, l'ancien est presque toujours mieux, en fait. Là où ça peut être intéressant, c'est éventuellement si toi, tu fais des opérations de promotion immobilière où tu construis toi-même ton bien, en fait, où tu fais de la grosse rénovation. Mais sinon, en fait, tu auras beaucoup de mal à obtenir de la bonne rentabilité avec quelque chose de neuf. C'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir aussi moins négocier, en fait. Parce que du coup, il y a plein d'intermédiaires qui ont besoin d'argent aussi pour la construction dans le neuf. C'est des biens qui généralement vont perdre en fait de la valeur. Tu vas avoir du mal à faire de la plus-value en fait sur un bien qui est neuf. Et c'est des biens où il y a aussi moins de possibilités pour trouver des biens qui sont très en dessous du marché. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien ancien, en fait, tu vas pouvoir avoir la chance de négocier certains biens qui sont déjà très bas. Tu vas trouver ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des biens qui exceptionnellement sont particulièrement bas par rapport au prix du marché. Et ça, tu ne les trouves pas en fait dans le neuf. Donc, c'est très compliqué de faire de la bonne rentabilité avec du neuf, en tout cas. Après, il y a plein d'autres avantages qui sont que tu as peut-être moins de travaux à gérer, tu as moins de soucis par la suite, les charges de copropriété sont plus faibles, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans la stratégie classique de l'investisseur, les biens neufs sont plutôt à éviter. D'accord, ok. Merci pour cette réponse. Et du coup, je rebondis parce que tu as évoqué le sujet des travaux. Et moi, j'avoue qu'investir dans l'ancien, ça me fait un petit peu peur par rapport à tout ce qui est travaux. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà vécu un petit peu des mauvaises expériences sur des biens dans l'ancien avec beaucoup de travaux ou non ça? Alors, j'ai vécu des mauvaises expériences avec des biens anciens où il n'y avait même pas beaucoup de travaux, mais c'est quand même une mauvaise expérience. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur aux autres. Au final, maintenant, j'aime bien les travaux et je continue à en faire. Mais c'est les premiers travaux dans lesquels je me suis lancé. C'était une petite cuisine où il fallait abattre une cloison, faire une cuisine équipée toute belle. J'ai démarché 2-3 artisans et j'ai pris le premier mec qui m'a envoyé un devis parce que c'était le plus rapide et c'était le moins cher au final parmi tous. Et au final, le mec a fermé son entreprise pendant les travaux. Les travaux devaient durer 1 mois. Au final, ça a duré 6 mois. Le mec me disait, t'inquiète pas, la semaine prochaine, les ouvriers reviennent. Et puis, ils ont oublié tel matériel. Oh, celui-là, il est en congé maladie. Et au bout de 6 mois, il a fait la moitié des travaux et je me connecte sur société.com et je vois société fermée, tu vois. Et le mec m'avait même pas dit que c'était fermé, donc j'ai galéré pour récupérer mes clés. Donc, ouais, il y a des mauvaises expériences. Après, est-ce que si c'était à refaire, je pense que je l'aurais fait parce que maintenant, grâce à ça, je gère mieux mes travaux. Et même si c'est entre guillemets une expérience qui est mauvaise, c'est une expérience qui
qui t'apportent en fait dans ton parcours d'investisseur. Je pense que c'est des choses par lesquelles parfois on doit passer. Et puis on apprend, et puis tant qu'on peut apprendre et qu'il n'y a pas derrière de lourdes conséquences, au final ça m'a juste apporté un petit peu d'énervement. C'était rien, j'ai dû perdre 3 000 €, quelque chose comme ça, et 6 mois, mais au final voilà, c'est quelque chose qui, ouais, je suis pas mécontent de l'avoir vécu. Ok, top, merci beaucoup pour ta réponse, Daniel. Ce que je vous propose qu'on va faire, c'est qu'on va encore prendre 2 questions à l'oral. Ça va être Ismaël, si tu es là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Salim, tu es revenu. Oui, Oh, oui, je suis désolé, mon micro. Alors, Salim, tu poses ta question. Ensuite, ça sera Oui. Ismaël. Ensuite, Yanis. Et sinon, parce qu'on a vraiment débordé là. Je vois que le sujet vous intéresse vraiment. Et on va voir si on peut en caser encore 2-3 questions par écrit, parce que j'ai eu des questions par écrit. Du coup, je répète, ça sera Salim, Ismaël, Yanis. Et ensuite, on verra si on peut poser, je poserai des questions par écrit. À toi, Salim. Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Le problème de financement, il est énorme en ce moment, puisque quand on a 2-3 biens immobiliers déjà locatifs, on tombe très vite vers les 33%, y compris quand on a des revenus confortables. C'est un vrai problème là, et justement, tu l'as bien rappelé avec le HCSF. Dans ce cas-là, comment se faire financer, puisqu'il n'y a plus le calcul du différentiel, justement, qui est pris en compte. Et donc, comment faire pour se financer lorsqu'on souhaite aller à une étape supérieure, lorsqu'on a déjà 2-3 biens immobiliers? Alors, quand on a plusieurs biens immobiliers et qu'on a du mal à se faire financer, il y a 2 grandes stratégies. La première, c'est le contact. C'est les voies qui ne sont pas officielles, c'est-à-dire que tu vas voir des personnes qui investissent énormément en immobilier. En général, ils ont des bons contacts de banquiers, des personnes qui peuvent faire passer les prêts plus facilement. Donc ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, qui je pense est je sais pas si c'est la plus simple. C'est-à-dire qu'on peut passer outre les 33%, même si on a suffisamment de reste à vivre. Ouais, en fait, les banques ont une permission sur une certaine partie de leur crédit, en fait. Ça veut dire que cette règle, elle est mise en place, mais ils ont toujours la possibilité d'y déroger pour une faible proportion de leur crédit. Alors, en général, ils veulent garder cette règle. Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, le but, c'est d'essayer de trouver un banquier qui peut te faire passer dans ces 10-20%. Voilà. L'autre solution, c'est d'investir à plusieurs. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs confirmés qui, du coup, s'associent avec des investisseurs qui sont moins confirmés, qui ont besoin d'apprendre de ton expérience, mais qui, eux, en fait, ont une capacité d'emprunt qui est assez importante. Et du coup, le fait de créer avec eux des SCI, des choses comme ça te permet, toi, de réinvestir avec eux en bénéficiant de leur capacité d'emprunt et eux, en fait, de bénéficier de ton expérience. Oui, effectivement, mais le problème, c'est quand on a un emprunt déjà sur sa résidence principale. C'est là où justement ça peut poser problème parce qu'on atteint assez vite. Ouais. Donc, OK, investir, mais quand on a déjà un crédit sur une résidence principale, c'est là où se pose la difficulté d'emprunter. Ouais. Y compris en société, même en créant des SCI, c'est la même chose. D'accord, très bien, merci pour ta réponse. De rien. Très bien. Ismaël, à toi, la parole est à toi. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, ouais, bonsoir. Super. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'investissement financier, mais il y a aussi l'investissement en temps. Et finalement, est-ce qu'il y a plutôt un intérêt à déléguer toute la partie finalement après achat, donc gestion locative, recherche de locataires, gestion des petits tracas au quotidien, des petites réparations à faire, gestion du turnover, ou est-ce que en tant qu'investisseur débutant en particulier, tu préconises plutôt de tout faire en direct pour prendre la main, où il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer beaucoup de temps sur cette partie-là? Alors, quelle a été ta stratégie par rapport à la gestion ensuite des baux de location? Alors effectivement, en tant qu'investisseur, on a toujours un duo qui est d'un côté la rentabilité et de l'autre côté tout ce qui est le fait que ce soit chronophage, le stress, etc., l'énergie qu'on est prêt à mettre dedans. Et plus on veut être rentable, plus on va être obligé de mettre du temps, du stress, beaucoup de gestion à l'intérieur. Pour moi,
alors ça, c'est juste ma vision des choses. C'est pas un conseil que je veux donner aux gens parce qu'il est possible de vouloir des grosses rentabilités et de faire des choses qui sont très chronophages, par exemple de la location courte durée. On va soi-même gérer, on va soi-même faire les ouvertures, les fermetures, faire soi-même le ménage, le linge, des choses comme ça. Mais pour moi, ma stratégie, c'est plutôt d'opter pour quelque chose qui soit le moins chronophage possible et pas que ça devienne en fait un second métier. Le fait de mettre en fait cet impératif de dire il faut que ce soit le moins chronophage possible fait que forcément tu vas perdre un petit peu en rentabilité. Mais c'est un choix que moi j'ai fait de me dire chaque bien immobilier, une fois que c'est en route, une fois que c'est lancé, il ne faut pas que ça me prenne plus de 15-30 minutes par mois en fait, de gestion par bien immobilier. En termes de gestion, par contre, c'est moi qui fais moi-même tout ce qui est entrée, sortie, visite, etc. Parce que j'ai à cœur de choisir moi-même mon locataire. Après, c'est un choix qui est très personnel. J'ai plein d'amis qui délèguent totalement ça à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Je ne le fais pas pour des raisons financières, pas parce que ça coûterait en fait de faire gérer par une agence ou autre, mais déjà parce que ça me sécurise de savoir qui est dans mon bien, quel est son profil, d'avoir choisi moi-même la personne et d'assumer après si la personne ne plaît pas ou si la personne a un mauvais profil, que c'est mon choix en fait. Et ensuite, une deuxième chose, c'est aussi pour apprendre en fait. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase de construction d'un patrimoine immobilier où je peux encore gérer moi-même mes biens. Mais je me dis que plus tard, quand j'aurai un patrimoine un peu plus important, il est possible que j'ai plus le temps de gérer mon patrimoine. Et à ce moment-là, effectivement, je devrais déléguer le fait de gérer les entrées, les sorties, de gérer au quotidien toutes les locations. Et à ce moment-là, je devrais me reposer sur un tiers. Et ce tiers, je veux avoir moi-même vécu ce que lui doit faire comme tâche de façon à pouvoir le juger. C'est-à-dire que si moi, j'ai jamais fait de la gestion, si j'ai jamais fait signer un bail, etc., je serai pas capable en fait de savoir quelle est la valeur de son travail et de savoir si son travail est bien fait. Le fait de le faire moi-même, ça permettra plus tard de dire moi ça je l'ai fait pendant 5 ans, je sais que tu le fais mal ou au contraire je sais que tu prends trop d'argent ou que tu le fais bien. Et du coup pour moi c'était important, c'est plus une démarche d'apprentissage en fait de le gérer moi-même. D'accord. Et pour rebondir par rapport au choix du locataire, est-ce que le fait de s'impliquer personnellement dans le choix du locataire, ça dispense de prendre une assurance loyer impayé ou pas du tout? Ça peut. Alors, en fait, ça dépend du courage que tu as, entre guillemets. Alors, de façon purement théorique, il vaut mieux prendre une assurance loyer impayé. Après, j'ai pas mal d'amis qui s'entendent très bien avec le locataire, qui n'en prennent pas et ça se passe très bien, jusqu'au jour où ça se passe mal et là, tu te dis mince, pourquoi je ne l'ai pas prise. Après, pour ma part, je passe jamais par une assurance loyer impayé que je paie parce qu'on a d'autres stratégies pour ça. Bon, déjà, tu choisis des personnes qui ont un bon profil qui est rassurant. Moi, je prends que des cadres supérieurs, donc en général, il y a moins de soucis par rapport à ça. Et il y a pour moi deux profils de personnes en fait que je vais accepter en tant que locataire. Le premier, c'est les personnes qui sont éligibles à la garantie Visale, notamment des personnes, par exemple, qui ont moins de 30 ans ou des personnes qui viennent de signer leur CDI il y a peu. Et du coup, c'est une garantie loyer impayé qui est offerte par l'État, qui est gratuite et qui peut te sécuriser. Ça, c'est le premier profil de personnes. Et le deuxième profil de personnes, c'est les personnes des locataires qui acceptent d'adhérer à une garantie loyer impayé que eux-mêmes payent. C'est-à-dire que la plupart des garanties loyer impayés, c'est le proprio qui doit payer. Et ce que je fais, c'est que je dis aux locataires, vous avez un profil qui est bon. Vous avez, en général, il y a toujours plein de demandes sur mes apparts. Je dis, vous avez un bon profil. Par contre, vous n'avez pas de garantie loyer impayé, vous n'avez pas de garant fiable. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez souscrire, par exemple, à Cautioneo, qui est une garantie loyer impayé qui est payée par le locataire. Parce que pour moi, c'est à vous d'améliorer votre profil de façon à ce que vous soyez éligible à une sélection pour ma location, en fait. Et du coup, eux, une fois qu'ils ont souscrit cette garantie loyer impayé, moi, ça me rassure et à ce moment-là, ça peut devenir mes locataires. S'ils refusent, tant pis. D'accord. Dis comment? Super intéressant ces astuces. Comment ça s'appelle, pardon? Cautioneo, du coup. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Uncle, je suis plus sûr, mais je crois qu'il y a Uncle et sinon il y a Cautioneo. Maxime, on a dit tu lèves la main. Tu lèves la main, Maxime. On passe. on passe Merci pour les réponses en tout cas. Pardon. Rien, avec plaisir.
Merci beaucoup, Ismaël, pour ta question. On passe à Yanis. Yanis Shefai, je crois que tu avais une question. Oui, en fait, j'en avais deux et tu viens de répondre à l'une d'entre elles. C'est comment choisir le profil d'un des locataires. Et le deuxième, la deuxième question, c'est par rapport au risque qu'il y a à l'ancien, mais mis à part les travaux. Il y a quoi comme risque à prendre en considération avant? Le risque, Ouais. le principal risque, c'est qu'il y ait alors en dehors de toi, les travaux que tu as à faire, qu'il y ait un ravalement à faire, par exemple, dans la copropriété. Et on a un risque qui est lié. Alors, les risques de l'ancien, je réfléchis un petit peu. Moi, j'en vois deux. En fait, le premier, c'est d'avoir des charges de copropriété qui soient assez fortes. C'est-à-dire, quand tu achètes dans du neuf, tu n'as pas trop besoin de regarder tes charges de copro. En général, elles sont assez faibles. Alors que dans l'ancien, si tu ne regardes pas bien, tu peux vraiment plomber ta rentabilité. Il y a je sais pas, des biens à 30 mètres carrés où tu as 2500 euros de charges de copropriété par an. Et du coup, c'est juste impossible d'être rentable avec des charges de copropriété aussi fortes. Et on a un risque aussi au niveau du diagnostic technique, c'est-à-dire que on a des notes A, B, C, D, E, F, et le diagnostic technique est devenu depuis peu opposable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que c'est comme les mètres carrés en fait qui sont mesurés, c'est quelque chose qui est certifié et au-delà d'une certaine lettre, il me semble que c'est à partir de E en fait, c'est à partir de l'année prochaine ou l'année suivante, enfin il y a bientôt, tu vas plus pouvoir augmenter ton loyer si jamais ton bien est trop mauvais en fait en termes de diagnostic technique. Et du coup, ça c'est un piège, c'est que si tu achètes un bien ancien sans regarder sa note, tu peux te retrouver avec des biens où plus tard on va t'obliger à faire des travaux si tu veux pouvoir soit revendre, soit augmenter le prix de ton loyer ou des choses comme ça. Ok, super, merci. Top. Ce que je te propose, Daniel, parce que là, on a vraiment bien débordé. Et franchement, j'ai jamais vu autant de questions. C'est génial. Ce que je te propose, je vais lire deux questions à l'écrit et ensuite on pourra clôturer. Alors, j'ai une question qui concerne. Alors, je vais la retrouver. Alors, ça concerne l'évolution légale sur l'isolation dans l'ancien, qui va beaucoup impacter la rentabilité. C'est une évolution légale. Ouais. Peux-tu poser une question au sujet de l'évolution légale sur l'isolation dans l'ancien qui va beaucoup impacter la rentabilité? J'ai pas plus de détails. L'isolation. Oui, c'est peut-être ce qu'on vient de dire là au niveau des notes. A priori, ça c'est en rapport avec l'isolation. Oui. Ou du coup, effectivement, si tu achètes un bien qui est trop mal noté en termes d'isolation thermique, plus tard, on va te contraindre, entre guillemets, à faire des travaux et donc à payer. Si jamais tu veux pouvoir augmenter le prix de ton bien, il me semble que la note sera affichée. La note sera même affichée, sera obligatoire au niveau de l'affichage sur chaque annonce de location. Et quand tu vendras ton bien, tu seras obligé d'afficher plus tard le montant en fait, des travaux nécessaires pour que le nouveau propriétaire puisse atteindre une bonne note. Et du coup, ça peut être un élément de négociation défavorable en ta part en fait, pour le nouveau propriétaire. Ok, super. Alors, une dernière question. C'était. Alors, la personne a posé deux questions, mais la deuxième qui a répondu par rapport au SCI LMP, il dit le premier appartement peut-il faire lever pour un second? Peut-il faire levier, peut-être? Alors, ouais, je pense. Il a écrit lever, mais je pense levier, ouais. Ça doit être ça. Oui, on dit que les premiers investissements sont les plus importants parce que ça peut être un élément bloquant en fait pour les appartements suivants. On va dire que si vous faites on va admettre que vous n'avez pas des revenus très conséquents. Si vous faites une première acquisition et que celle-ci est mauvaise, qu'à cause de cette acquisition, vous augmentez fortement votre taux d'endettement, que votre banquier voit que chaque mois, l'argent diminue sur votre compte, ça peut être bloquant effectivement pour les biens suivants. Alors que si vous faites des premières acquisitions qui sont particulièrement rentables, que le banquier voit qu'il vous a prêté une certaine somme d'argent et que grâce à ça, chaque mois, vous enrichissez plus, ça peut être effectivement un gros point positif pour enchaîner sur les biens suivants. Ouais.
Donc oui, carrément, les premiers investissements sont un élément de levier pour la suite de l'aventure. Super, bah écoute, Daniel, merci beaucoup. Franchement, j'ai jamais vu autant. De rien, bah, avec plaisir, c'était cool. C'est super, tu as suscité un réel engouement parmi les membres et peut-être, qui sait, on pourra faire dans quelques mois une deuxième édition. Et en tout cas, moi, ce que je propose à tout le monde et ce que je recommande, c'est d'ailleurs moi, ce que je vais faire, c'est d'acheter ton livre. Parce que là, franchement, là, tu as ouvert trop de sujets et j'ai vraiment envie tu vois, Vous aurez plein de choses à découvrir dedans. Ah ouais, clairement. Du coup, attendez, je vais vous partager mon écran. Hop, hop, hop. Et donc, c'est ça ton livre, c'est comment investir en immobilier locatif. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non. Là, voilà. C'est ce livre-là. Je le recommande à tout le monde. Là, j'ai mis ta biographie. Merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et moi qui ne m'y connaissais absolument pas, vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et là, tu me donnes envie de plonger dans ce domaine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est le but. Si je peux partager ma passion et attirer d'autres personnes dedans, c'est le mieux. C'est super. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez certaines envies de conférences, de thèmes, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien des terrasses. Allez-y. Faites-vous plaisir. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Et encore merci, Daniel. Avec plaisir. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci à tous.